J'ai payé les frais de scolarité de mon frère et couvert les mensualités de sa voiture pendant 2 ans. Mais au dîner, il a eu un sourire narquois et m'a appelé l'échec de la famille. J'ai souri et j'ai dit, c'est drôle, cet échec vient de mettre fin à ton financement. La pièce est devenue silencieuse quand j'ai expliqué qui payait vraiment ses factures. J'avais l'habitude de penser qu'il y avait quelque chose de cassé en moi, de ressentir de l'amertume envers mon propre frère. Mais la vérité, c'est que ce n'était pas de l'amertume. C'était de l'épuisement, le genre qui s'accumule tranquillement jusqu'à ce qu'un jour, il se transforme en quelque chose de plus acéré, de plus dangereux. Pendant 2 ans, c'est moi qui avais payé ses frais de scolarité. Non pas parce que nos parents ne le pouvaient pas, mais parce que Léo ne voulait pas leur être un fardeau. C'est ce qu'il disait, en tout cas. Il faisait en sorte que cela paraisse noble. Ce qu'il ne mentionnait pas, c'est que c'était moi qui lui virais secrètement de l'argent chaque semestre, qui couvrait les mensualités de sa voiture, qui lui envoyait de l'argent liquide quand son compte en banque était à nouveau gelé. Je me disais que je l'aidais. C'est ce que la famille fait, n'est-ce pas? Mais au bout d'un moment, cela a cessé de ressembler à de l'aide pour commencer à ressembler à une arnaque. Léo était toujours charmant, sans effort. Il pouvait entrer dans une pièce et donner à tout le monde l'impression d'être son meilleur ami. Mes parents adoraient ça. Ma mère le regardait d'un air radieux, en disant des choses comme « il a juste besoin de temps pour trouver sa voie ». Mon père l'appelait un « esprit libre », ce qui était sa manière polie de dire paresseux. Pendant ce temps, j'étais la personne fiable, celle qui payait ses propres factures, gérait ses propres problèmes, et trouvait quand même le temps de réparer les siens. Je n'ai même dit à personne ce que je faisais pour lui. Je pensais que si je restais silencieuse, il finirait par grandir. Mais cette illusion s'est brisée le soir où il m'a humiliée devant tout le monde. C'était un de ces grands dîners de famille chez mes parents, poulet rôti, purée de pommes de terre, des rires qui résonnaient depuis la salle à manger. Je me souviens être assise là, déjà épuisée par le travail, essayant juste de survivre à une soirée sans un commentaire passif-agressif de maman sur le fait de trouver du temps pour des rendez-vous galants. Léo est arrivé en retard, comme d'habitude, portant des baskets neuves et une montre que je n'avais assurément jamais vue auparavant. Il a salué tout le monde comme une célébrité arrivant à un événement de fans, laissant échapper de petites allusions à de grands projets et à des entreprises excitantes qui n'existaient pas en réalité. Au milieu du dîner, ma tante lui a demandé comment se passaient ses études. Il a commencé à raconter son histoire habituelle, comment il avait noué des contacts avec des professeurs et pourrait bientôt recevoir une offre de stage. J'étais assise là, me mordant la langue en silence, sachant qu'il avait manqué plus de cours qu'il n'en avait suivi le semestre dernier. Puis tante Hélène s'est tournée vers moi. Elle m'a demandé comment allait mon entreprise, et je lui ai dit que tout allait bien, juste que j'étais occupé. J'ai mentionné que j'avais été si débordé par le travail pour mes clients que j'avais à peine eu le temps de cuisiner dernièrement. Léo a ri bruyamment, de manière odieuse, et a dit « Oui, ça se voit ». La table est devenue silencieuse. Il s'est penché en arrière, avec un sourire narquois, et a ajouté « Je veux dire, allez, Chloé. Tu as toujours été l'échec de la famille. Mais bon, au moins tu es bien nourrie. » Quelque chose a basculé en moi. Pendant 2 ans, j'avais tout payé pour qu'il tienne debout, ses études, sa voiture, son appartement, ses satanés abonnements de streaming. Et il avait encore l'audace de se moquer de moi devant tout le monde, de m'appeler un échec alors qu'il vivait de mes salaires. Je sentais mes parents attendre que je prenne ça à la rigolade, que je maintienne la paix comme je le faisais toujours. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai souri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que j'ai soudain réalisé tout le pouvoir que j'avais réellement. J'ai posé ma fourchette et j'ai dit, tu sais quoi, Léo? Tu as raison. Je suis l'échec. C'est drôle, cependant, cet échec vient de mettre fin à ton financement. Il s'est figé. Tout comme tout le monde. La fourchette de mon père a cliqueté contre son assiette. Ma mère a cligné des yeux, confuse. Léo avait l'air d'essayer de comprendre ce que je voulais dire. Alors j'ai expliqué. Je ne pense pas que Léo s'attendait à ce que je parle. C'était son erreur. Il était habitué à ce que j'encaisse tout, chaque insulte, chaque pique, chaque fois qu'il oubliait de me rembourser. Il comptait sur mon silence parce que cela le faisait paraître comme le meilleur des deux. Mais ce soir-là, il est allé trop loin, et il m'a poussé dans un endroit où je ne me souciais plus de maintenir la paix. Alors je leur ai dit. J'ai dit que la voiture dont il se vantait était techniquement toujours la mienne. Il n'avait pas pu obtenir de financement avec sa solvabilité inexistante, alors j'ai signé le prêt.
Il était censé m'envoyer les mensualités chaque mois. Je ne les ai reçues que 2 fois, une fois quand nos parents lui ont donné de l'argent pour Noël et une fois quand il a fait culpabiliser une ex-petite amie pour qu'elle le couvre. J'ai dit que les frais de scolarité pour lesquels il prétendait peiner étaient en réalité financés par mes contrats de freelance. Il n'avait plus droit à l'aide financière, trop de cours ratés. Et devinez qui est intervenu pour qu'il ne prenne pas de retard? Moi. J'ai dit que l'appartement qu'il postait sur Instagram, comme s'il vivait un rêve d'indépendance parfaite, j'avais payé la caution. J'ai couvert 2 mois de loyer quand il a flambé son budget dans une console de jeux et un week-end à Monaco. Celle-là a vraiment fait mouche. Mon cousin Julien s'est carrément étouffé avec sa boisson. Je leur ai tout dit. Sans hausser la voix, sans drame, juste des faits. Et pendant que je parlais, l'ambiance dans la pièce a changé. J'ai vu l'expression sur le visage de ma mère passer de la confusion à l'incrédulité, puis à quelque chose de plus calme, quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la honte. Mon père n'a pas dit un mot. Il a juste fixé son assiette comme si elle était soudainement plus compliquée qu'il ne pouvait le gérer. Léo n'arrêtait pas d'essayer d'intervenir, mais je ne lui ai pas laissé l'espace. Il a commencé à dire des choses comme « ce n'est pas juste, tu as proposé » et « tu ne comprends pas ce que j'ai traversé », mais je ne me suis pas arrêté. J'ai continué. J'ai évoqué la fois où il a menti en disant que son chèque d'aide financière n'était pas arrivé, alors j'ai payé son loyer, pour qu'il poste des photos d'un festival de musique le même week-end. Je leur ai parlé de la carte de crédit que je lui avais ouverte pour les urgences, qu'il a vidée jusqu'à la limite en livraison de repas et en boissons énergisantes de station-service, pour ensuite ne plus me donner de nouvelles pendant 3 semaines quand je lui ai demandé de l'aide pour les paiements. J'ai dit sans détour qu'il n'avait jamais dit « merci » une seule fois. Puis je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « tu penses que je suis l'échec ? Tu n'as rien fait depuis 2 ans à part mentir, vivre au crochet des autres et faire semblant. Et la seule raison pour laquelle tu t'en es tiré, c'est que tout le monde dans cette pièce était trop occupé à te couver pour le voir. » Personne n'a dit un mot. C'était le genre de silence qui ne semble pas réel, celui qui vous oppresse la poitrine et vous fait monter la chaleur aux joues. Pas de cliquetis de fourchette, pas de rire nerveux, juste l'immobilité. Et puis le pire est arrivé. Pas de cris, pas de dispute, juste la prise de conscience. Un par un, les gens ont commencé à regarder Léo différemment, non pas comme l'enfant prodige, non pas comme le charmant petit frère, mais comme quelqu'un qu'ils ne reconnaissaient soudainement plus. Il était assis là, recroquevillé, fixant la table comme si ne pas croiser les regards rendrait le moment irréel. Mais il était réel. Il était enfin réel. C'est mon père qui s'est levé le premier. Pas de mots, pas d'éclat. Il a juste repoussé sa chaise de la table et est sorti de la pièce comme s'il devait être ailleurs, n'importe où ailleurs. Honnêtement, je pense que c'était la seule façon pour lui de garder son sang-froid. Pour un homme qui avait passé la majeure partie de sa vie à prétendre que les problèmes disparaîtraient s'il restait juste assez calme, ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait arranger. Ma mère a suivi. Elle s'est tournée vers Léo, lentement et raidement, comme si elle avait peur de la réponse, et lui a demandé si tout était vrai, les frais de scolarité, le loyer, tout ce que je venais d'exposer. Léo n'a même pas nié. Il a haussé les épaules et a dit, ce n'est pas comme si elle n'en avait pas les moyens. Cette phrase a frappé la table plus fort que tout ce que j'avais dit. J'ai ri doucement, non pas parce que c'était drôle, mais parce que j'ai réalisé quelque chose à ce moment-là. Léo ne s'était pas contenté de m'utiliser, il croyait réellement le mériter. Il ne voyait rien de mal dans ce qu'il avait fait. Il pensait que ma réussite lui donnait un permis de se la couler douce. J'ai regardé ma mère. J'ai vécu de barres protéinées pendant 3 semaines parce que les paiements de mes clients ont été retardés. Mon compte a été à découvert 2 fois. Pendant ce temps, il était à Nice avec ses amis, utilisant l'argent que je lui avais envoyé pour des livres. Ma cousine Camille a cligné des yeux, a baissé le regard vers son assiette, puis a pris la parole. Elle a dit que Léo lui avait emprunté 950 € en juillet, en lui disant qu'il serait renvoyé de ses cours s'il ne payait pas des frais d'inscription tardifs. Il lui avait promis de la rembourser en 1 mois. Elle n'a jamais revu un centime. Tout le monde s'est tourné pour le regarder. Léo ne disait soudainement plus grand-chose. Puis mon oncle a pris la parole, le discret qui ne se mêlait jamais de rien. Il a dit que Léo était venu le voir l'année dernière aussi, lui disant qu'il ne voulait pas déranger la famille et qu'il avait juste besoin d'aide pour une caution pour un meilleur logement, un endroit plus sûr, plus calme, pour qu'il puisse se concentrer sur ses études. Il lui a donné 1 400 €. Ma mère avait l'air d'avoir été giflée.
Elle a interrogé Léo sur l'argent qu'elle lui avait donné en avril dernier, 2800 €. Il lui avait dit que c'était pour les frais de scolarité, une dernière chance de maintenir son inscription. Mais il ne s'était inscrit à rien. Elle a demandé où était passé cet argent. Il n'a pas répondu. Je pense que c'est à ce moment-là que tout s'est mis en place pour elle. Pas seulement ce qu'il avait fait, mais avec quelle facilité il avait menti à tout le monde dans cette famille, combien de fois il avait pleuré misère tout en dépensant de l'argent qui n'était pas le sien, à quel point il était à l'aise de faire payer sa vie par tout le monde tout en agissant comme s'il nous faisait une faveur en existant. Il a commencé à dire qu'il était stressé, que nous ne comprenions pas, qu'il était dans une mauvaise passe psychologique, qu'il avait l'intention de rembourser tout le monde le discours habituel. Mais plus personne n'écoutait. Quand mon père est revenu dans la pièce, il ne s'est pas assis. Il est resté debout, les bras croisés, et a dit, « Cet appartement, tu le paies toi-même maintenant. Pareil pour la voiture. Si tu veux de l'aide, tu trouves un travail. Et si tu mens à nouveau à quelqu'un dans cette famille, c'est fini. Tu es seul. » Léo n'a même pas eu l'air surpris, juste démasqué. Pour la première fois depuis des années, il n'avait plus de scénario. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je n'en avais pas besoin, car le moment avait fait le travail pour moi. L'histoire était sortie. Son numéro était terminé. Et tout le monde le voyait enfin sans le vernis, sans le charme, sans les excuses. J'ai regardé autour de la table, et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai senti le poids se déplacer. Les gens ne me regardaient plus comme la grande sœur en difficulté. Ils voyaient autre chose, quelque chose de plus proche de la vérité. Le silence qui a suivi n'était pas un soulagement. C'était ce silence étrange qui suit une tempête, quand la maison est encore debout mais que vous n'êtes pas sûr que le toit ne va pas s'effondrer. Je n'ai pas eu de nouvelles de Léo pendant des jours. Pas un texto, pas un appel, pas même une excuse à moitié formulée ou l'un de ses habituels voyages de culpabilité enveloppés dans un « je prends juste des nouvelles ». J'ai pensé qu'il boudait, qu'il léchait ses blessures, attendant que tout le monde oublie. Cela avait toujours été sa méthode. Disparaître, faire profil bas, puis réapparaître avec une nouvelle version de lui-même en espérant que personne ne se souvienne du désordre qu'il avait laissé derrière lui. Mais quelque chose a changé cette fois. 3 jours après le dîner, ma mère a appelé et m'a demandé si j'avais des preuves. Pas d'une manière suspicieuse, pas comme si elle ne me croyait pas, mais calme, presque professionnelle. Elle voulait des relevés bancaires, des captures d'écran de Lydia, des courriels. Elle et mon père allaient tout examiner avec Léo ce week-end-là. Je suis resté silencieuse une seconde. Puis j'ai demandé, pourquoi maintenant? Elle a dit qu'ils avaient beaucoup parlé. Mon père avait consulté le dossier académique de Léo. Il n'était même pas inscrit pour le semestre en cours. Il ne l'avait pas été depuis le printemps. Il avait menti à ce sujet aussi. Menti droit dans les yeux pendant des mois. Ce week-end-là, Léo allait s'asseoir avec eux et passer en revue chaque mensonge, ligne par ligne. Ma mère a dit qu'ils avaient besoin que tout soit devant lui. Imprimé, surligné, plus de place pour déformer l'histoire. Mon père avait fait une feuille de calcul. J'ai vraiment ri en entendant ça. Le même homme qui m'avait dit un jour, ne fais pas de vagues, quand Léo avait détruit mon vélo et accusé le fils du voisin, traitait maintenant son fils comme un cas d'audit financier. Et il était sérieux. Plus de sauvetage. Plus de maternage. Je leur ai tout envoyé. Des douzaines de captures d'écran, les détails du prêt, les courriels qu'il m'avait envoyés quand il paniquait à propos du loyer. J'ai même inclus le message où il me demandait de mentir à nos parents une fois, me disant de dire qu'il gérait les choses alors qu'il avait en réalité 550 € de retard sur les factures. Puis est venue la partie inattendue. Ma cousine Camille m'a envoyé un message quelques jours plus tard. Elle avait reçu de longues excuses de la part de Léo. De vrais paragraphes, pas les absurdités vagues et manipulatrices qu'il avait l'habitude d'envoyer. Pas de manipulation psychologique, pas de culpabilisation, pas de victimisation, juste une prise de responsabilité. Il disait qu'il était embarrassé, qu'il savait qu'il avait blessé des gens, qu'il postulait pour du travail et ne s'attendait pas à un pardon du jour au lendemain, mais qu'il voulait commencer à faire mieux. Je n'y ai pas entièrement cru. J'étais déjà passé par là, les regrets, les promesses en l'air, le léger changement de comportement qui ne durait jamais. Mais Camille a dit que cela semblait différent. Peut-être était-ce parce que le même jour, mon oncle m'a appelé, celui à qui Léo avait emprunté plus de 1000 €. Il a dit qu'il y pensait depuis ce dîner.
Et ce qui l'avait le plus frappé n'était pas le comportement de Léo. C'était le temps que j'avais passé à porter ce fardeau seul. Il s'est excusé, a dit qu'il aurait dû dire quelque chose, qu'il voyait des choses et restait silencieux. Nous l'avions tous fait, et cela avait permis à Léo de croire qu'il pouvait continuer. Je n'ai pas pleuré au téléphone, mais après avoir raccroché, je me suis juste assise par terre et j'ai fixé le mur. Ce soir-là, j'ai reçu une invitation à dîner de ma mère. Juste moi. Pas de Léo. Quand je suis arrivé, elle avait déjà fait du café et sorti une vieille boîte de biscuits que j'adorais quand j'étais enfant. C'était étrangement calme. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine et elle m'a regardé et m'a dit « J'étais si inquiète que ton frère se noie que je n'ai pas remarqué que c'était toi qui le maintenais à la surface. » Elle m'a dit qu'il ne payait plus un centime de son loyer. Que s'il voulait garder la voiture, il devrait la refinancer à son nom. Ils avaient même offert de l'aider, mais seulement s'il trouvait un travail, montrait les fiches de paie et s'en tenait à un plan. Fini le semestre prochain. Fini de faire semblant. Je ne savais pas quoi répondre. Pour la première fois depuis des années, il se comportait réellement en parent avec lui. Le lendemain, j'ai reçu une alerte de ma compagnie de carte de crédit. Un paiement avait été effectué. 180 € de la part de Léo. Cela égratignait à peine la surface de ce qu'il devait, mais c'était quelque chose. Puis 2 jours plus tard, il m'a envoyé un texto. Juste quelques mots. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je vais rembourser chaque centime, même si ça me prend des années. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Et juste quand je pensais que la poussière était vraiment retombée, ce ne fut pas le cas. Car la semaine suivante, un débit est apparu sur ma carte d'un magasin de vêtements où je n'étais jamais allé. Un débit de 300 €. Mon nom, ma carte, son style. Je n'avais pas fermé la carte d'urgence que je lui avais donnée il y a 1 an. Je pensais l'avoir fait. Je me trompais. J'ai fixé le débit pendant 1 minute entière avant que mon cerveau ne comprenne ce que je regardais. 300 €. Une boutique de streetwear à la mode dans le centre-ville de Paris, le genre d'endroit qui vend des t-shirts graphiques à 65 € et des baskets avec des noms au lieu de prix. La carte qu'il avait utilisée n'était même plus censée exister. C'était celle d'urgence que je lui avais ouverte il y a 1 an, à l'époque où il m'avait convaincu qu'il avait juste besoin de quelque chose pour mettre de l'essence dans le réservoir jusqu'à l'obtention de son diplôme. J'avais pensé avoir fermé le compte après la dernière fois où il l'avait vidé jusqu'à la limite. Mais apparemment, je n'étais pas allé jusqu'au bout. Je voulais croire que c'était une erreur. Peut-être avait-il oublié que la carte était encore active. Peut-être que le magasin l'avait enregistrée dans son système d'une manière ou d'une autre. Peut-être que ce n'était pas ce que ça semblait être. Mais ensuite, j'ai vérifié l'heure de la transaction, 15h42. Et à 15h55, seulement 13 minutes plus tard, il a posté une story Instagram, un selfie dans un miroir de cabine d'essayage, portant un sweat à capuche noire avec un logo doré et la légende « Petit plaisir pour moi ». J'ai bien bossé. J'ai bien bossé, disait-il. J'ai bien bossé. Je ne me suis même pas senti en colère au début. Juste fatigué. Une fatigue jusqu'à l'os. Je lui avais accordé toutes les circonstances atténuantes, je l'avais regardé commencer lentement à sortir du trou qu'il s'était creusé, je m'étais même laissé croire qu'il pourrait enfin changer. Et le voilà, 13 minutes après avoir utilisé une carte qui ne lui appartenait pas, se vantant de s'offrir un plaisir. J'ai fait une capture d'écran du débit. Puis de la story Instagram. Puis je l'ai appelé. Il n'a pas répondu. Bien sûr que non. Alors j'ai envoyé les 2 captures d'écran avec une seule phrase, « Je t'ai donné toutes les chances. » C'est fini. Toujours pas de réponse. J'ai attendu 1 heure. Rien. Finalement, vers 23h, il a répondu par texto. J'ai oublié que la carte était encore active, alors je la renverrai. Pas d'excuses, pas d'explication, juste une façon de balayer l'affaire comme si j'en faisais toute une histoire. Comme si 300 € volés à quelqu'un qui lui en avait déjà donné des milliers, ne comptait pas. C'en était fini pour moi. Pas le débit, pas le mensonge, mais le manque de respect. J'ai appelé la compagnie de carte de crédit, j'ai fait une déclaration de fraude et j'ai fermé le compte pour de bon cette fois. Puis j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. Je l'ai bloqué partout, texto, courriel, Lydia, Instagram. Je l'ai même retiré comme contact d'urgence du cabinet de mon médecin. Je n'étais plus en colère. J'en avais fini.
Le lendemain matin, mes parents ont appelé. Léo leur avait dit que je réagissais de manière excessive encore une fois, qu'il était en train de régler ses problèmes et que je l'avais coupé pour rien. Mais cette fois, ils ne l'ont pas défendu. Ma mère a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai envoyé les captures d'écran. 10 minutes plus tard, elle a répondu « Nous comprenons. Fais ce que tu as à faire. » Je m'attendais à de la culpabilité. Je m'attendais à des remords, mais ils ne sont jamais venus. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi sans vérifier mon téléphone au milieu de la nuit pour voir si Léo avait envoyé un texto pour demander de l'argent. Je me suis réveillé dans le silence. Un vrai silence. Pas celui qui accompagne la tension, mais celui qui donne l'impression d'avoir de l'espace pour respirer. Et pour la première fois, ce poids que j'avais porté, il n'était plus sur mes épaules. J'avais l'habitude de penser que Léo ferait toujours partie de ma vie, que cela me plaise ou non, que peu importe à quel point il se comportait mal, peu importe combien de fois il épuisait ma patience ou mon compte en banque, je trouverais toujours un moyen de justifier de le garder près de moi. C'était mon frère. C'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? Mais il s'avère que certaines relations n'ont pas besoin d'être réparées. Elles doivent prendre fin. Après l'avoir bloqué et coupé tous les canaux financiers possibles entre nous, le silence était presque désorientant. Je n'avais pas réalisé à quel point ma vie quotidienne tournait autour de l'anticipation de son prochain besoin, de son prochain problème. Je continuais à vérifier mon téléphone par habitude, m'attendant à un nouveau texto, à un vague appât émotionnel, à une demi-plaisanterie sur le fait d'être à nouveau fauché. Mais il n'y avait rien. Et dans ce rien, j'ai recommencé à respirer. C'était bizarre au début. Je me sentais coupable même dans le calme. J'avais passé tellement de temps à réagir à lui, à planifier autour de lui, à m'assurer qu'il ne s'effondre pas. Je ne savais pas comment vivre ma vie sans cette anxiété de bas niveau qui bourdonnait constamment en arrière-plan. Mais lentement, l'espace qu'il a laissé derrière lui a commencé à ressembler à autre chose, la liberté. J'ai acheté un nouveau bureau, j'ai fait un week-end à Lyon. J'ai commencé à dire oui à des choses que je refusais autrefois par prudence financière, des invitations à dîner, des voyages de dernière minute, même de petites choses comme prendre un café sans trop réfléchir au coût. J'ai finalement remplacé mon vieil ordinateur portable, qui était en train de mourir depuis des mois. Chaque clic du nouveau clavier me semblait un rappel, ceci est à toi maintenant. À peu près à cette époque, ma mère a appelé pour me demander si je pouvais venir dîner. Juste un dîner. Pas d'ordre du jour, pas de grande discussion. Elle a fait des pâtes, a versé du vin, et nous nous sommes assises dans le jardin sous les guirlandes lumineuses qu'il n'avait jamais pris la peine d'utiliser auparavant. Elle m'a dit que Léo était à la maison, depuis quelques semaines. Elle ne m'a pas demandé de le contacter. Elle n'a rien excusé de ce qu'il avait fait. Elle m'a juste exposé les faits. Il travaillait à temps partiel dans une quincaillerie, prenait le bus, faisait des tâches ménagères et remboursait lentement ce qu'il devait. Apparemment, mon père lui avait donné un budget imprimé et lui avait dit que s'il manquait une semaine, il lui retirait tout soutien. Elle a dit que Léo n'avait pas discuté. Il était plus silencieux maintenant, fatigué, différent. Il ne demandait plus de choses. Il ne parlait pas de grands projets. La plupart du temps, il travaillait, mangeait et dormait. Et pour la première fois de sa vie, il semblait comprendre que les gens n'allaient pas le porter éternellement. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas demandé à le voir. Je n'en avais pas besoin. La semaine suivante, il m'a envoyé un dernier message. Je l'ai vu via mes courriels. Un vieux compte que je n'avais pas encore supprimé était toujours lié à l'un de ses contacts. Je comprends pourquoi tu en as fini. J'en aurais fini aussi. Je voulais juste dire que je suis désolé. Et je rembourse tout le monde. Même toi. Je sais que j'ai déjà dit ça, mais je le pense vraiment maintenant. J'espère que tu vas bien. Je n'ai pas répondu. Pas par colère. Pas par fierté. Je n'avais juste plus besoin de rien de sa part. Ni de son argent, ni de ses excuses, ni de sa promesse de changer. J'avais construit une vie sans lui, et elle était meilleure. Le reste de la famille a lentement commencé à le voir aussi. Je pense qu'il s'attendait à ce que je lui pardonne finalement, que je cède comme je le faisais toujours. Mais je ne l'ai pas fait. Et cela, plus que tout, a semblé changer la façon dont il me voyait. Ma cousine Camille a recommencé à m'inviter à des choses, non pas par pitié, mais en tant qu'égale. Mon oncle m'a prise à part lors d'un barbecue et m'a dit qu'il aurait aimé avoir parlé plus tôt.
Même ma mère a cessé de me regarder comme la réparatrice. Elle a juste commencé à me regarder, à me voir vraiment. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti respecté. Non pas parce que je m'étais sacrifié, mais parce que j'avais arrêté. Léo est toujours en train de se chercher. Il aura probablement des difficultés pendant un certain temps, peut-être très longtemps, mais c'est à lui de gérer cela maintenant. Il n'est plus mon fardeau. Je ne suis pas le parent de secours. Je ne suis pas le financier discret. Je ne suis pas le filet de sécurité. Je suis juste Chloé. Et je suis enfin libre.